qui utilise plutôt des concepts de nature économique comme fondement de droit, et puis l'autre droit qui partent de concepts qui sont plutôt juridiques et dans lesquels il y a une description plus juridique des droits et obligations des parties. Et c'est vrai dans le domaine de la concentration, comme c'est vrai dans d'autres domaines, et l'un des exemples je dirais, de cette différence qu'il peut y avoir entre les droits nationaux et qui est très frappante, est celle de la définition de ce que c'est qu'une concentration. Après, l'analyse, je dirais, est plus ou moins la même dans tous les droits, ou en tout cas les principes d'analyse sont les mêmes, mais en revanche, le point d'entrée, en quelque sorte, du contrôle, qu'est-ce que c'est qu'une concentration, est quelque chose qui varie énormément d'un formalisme très important vers un aspect très informel, même à l'intérieur des États membres de l'Union européenne, et ceci a des conséquences sur, évidemment, la portée du contrôle de la concentration. Alors, je dis ça d'abord parce que je signale, c'est une activité qui n'est pas directement celle du Club des juristes, mais je signale que l'OCDE, le comité de la concurrence de l'OCDE, quand je préside, a justement consacré une table ronde tout récemment à ce problème de la définition de ce que c'est qu'une concentration contrôlable dans le droit de la concentration. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, en tout cas uniforme. La réponse, c'est qu'il y a une très très grande variété de transactions qui sont susceptibles d'être une concentration. On a certainement vu en Europe, par exemple, dans un passé récent, des différences d'appréciation sur la question de savoir est-ce que la vente d'un navire auquel n'était pas attaché particulièrement de clientèle, est-ce que ça constitue une concentration, est-ce que ça ne constitue pas une concentration, est-ce qu'un transfert de droit de propriété intellectuelle est une concentration ou n'est pas une concentration, et il y a un nombre considérable d'examens. Donc la première chose qui ressort de cette rôle OCDE, c'est quand on regarde à travers le monde en général et à travers l'Union européenne en particulier, il y a des définitions qui sont soit très larges, soit très étroites. Si on rentre dans le cadre européen, on voit très bien, il y a des définitions qui sont parfois formelles. Par exemple, pendant longtemps, l'Allemagne a réformé ou a ajouté un critère dans son contrôle de la concentration, mais l'Allemagne avait un seuil de 25% de prise de participation qui déclenche une concentration contrôlable. Elle a rajouté après une influence substantielle, justement parce qu'elle a trouvé que ce critère était un peu trop étroit. Le Japon, si je prends en dehors de l'Union européenne, a un seuil de 10%, à partir duquel une concentration est éventuellement contrôlable. Le Brésil a un seuil de 5%, à partir duquel une concentration est éventuellement contrôlable. Donc ça, c'est le premier type de cas, qui sont des définitions, je dirais, juridiques de ce que c'est qu'une opération, une prise de participation, si on se limite à ça, qui est contrôlable. Je dirais dans une position intermédiaire, il y a l'Union européenne dans laquelle le critère principal est l'exercice d'une influence déterminante, mais alors évidemment ça pose le problème de savoir comment est-ce qu'on établit le fait qu'il y a une influence déterminante pour savoir si l'opération est contrôlable. Et puis à l'extrême, j'allais dire en tout cas en Europe, il y a le système britannique, dans lequel il suffit d'avoir une influence substantielle, ce qui n'est pas la même chose et pas aussi strict comme critère que donc toute transaction qui permet à une entreprise d'avoir une influence substantielle sur une autre est susceptible de constituer une concentration dont on peut examiner. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que dans la mise en œuvre du droit, après, il y a des instruments qui sont assez différents, il y a des instruments qui sont, je dirais, plus juridiques, et puis il y a des instruments qui sont plus fondés sur l'analyse économique. Et je dis ça pourquoi? Parce que, à vrai dire, les deux affaires emblématiques qui sont à l'origine de la question qui est posée par la consultation de la Commission sont deux affaires anglaises venant de la Competition Commission, qui a un mandat extrêmement large et qui se livre à un examen extrêmement large de la réalité économique et qui n'est pas enserré, comme beaucoup d'autres institutions ou autorités de concurrence, dans un cadre juridique assez strict pour examiner des concentrations. Alors, quelles ont été ces deux affaires? Ça a été l'affaire d'abord BSkyB-ITV, dans laquelle donc on est dans le domaine de la télévision
et de la télévision à péage, et dans lequel BSkyB a pris une participation de 18% dans ITV. Et cette affaire a fait l'objet d'un transfert de l'OFT à la Competition Commission, suivant le système anglais. Et la Competition Commission a estimé que, bien que cette participation ne donne certainement pas le contrôle ou même une influence déterminante, mais ce n'était pas le problème qu'essayait de régler la Competition Commission, cette prise de participation de 18% de ITV pouvait avoir pour effet que ITV aurait de moins grandes facilités, notamment de procéder à des augmentations de capital sur le marché, et que donc ça changeait la nature de la concurrence. En plus, le fait que BSkyB était le grand frère dans le secteur de la télévision à péage n'était pas totalement neutre. Et donc, là, il y a eu une décision de la Competition Commission qui portait exclusivement sur cette question de participation minoritaire et qui a limité la capacité de BSkyB de prendre cette participation dans ITV, qui a été l'objet d'une confirmation donc là, question intéressante sur le fait que l'influence sur la concurrence était éventuellement assez distante, puisque c'était plutôt une influence sur la capacité de ITV d'aller sur les marchés financiers et de financer ses investissements. Et donc c'était par ricochet, en quelque sorte, qu'il y avait une affaire. La deuxième affaire sur laquelle je ne vais pas rentrer très longtemps, c'est l'affaire, parce que vous la connaissez tous, c'est l'affaire Ryanair-Aer Lingus, dans lequel, là aussi, alors il y a de nombreux épisodes, donc on ne va pas rentrer dans tous les épisodes, mais enfin un premier épisode de participation minoritaire, un deuxième épisode de tentative de prise de contrôle qui a été interdit par la Commission européenne, mais la question de la participation minoritaire est déjà une question sur laquelle les autorités de concurrence, notamment britanniques, ont eu à s'interroger sur la question de savoir est-ce que c'était de nature à limiter le champ de la concurrence frontale, il faut bien dire, entre Ryanair et la compagnie nationale irlandaise. Et là encore, la Competition Commission a estimé que cette prise de participation minoritaire était en fait susceptible de limiter la concurrence. Alors, d'une façon générale, donc premièrement, on a une définition au niveau européen qui est assez rigide de ce que c'est qu'une concentration, parce qu'on a une influence déterminante, il faut un contrôle. Et évidemment, la contrepartie de cette définition un peu rigide, c'est qu'il y a des situations qui ne peuvent pas être appréhendées parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre juridique, dans la définition juridique. Alors, la question est, est-ce qu'il faut garder ce type de définition, mais étendre, faire une exception en quelque sorte pour étendre au champ des participations minoritaires, ou une question qui n'est pas vraiment posée, est-ce qu'il faudrait passer à une définition des concentrations contrôlables qui serait beaucoup plus large et qui permettrait d'englober toutes les situations éventuellement anticoncurrentielles. Cette deuxième partie de la question n'est pas posée. La seule qui est notre chance, c'est de savoir, compte tenu de la définition européenne du contrôle de concentration, compte tenu du fait donc que les participations minoritaires ont beaucoup de mal à être traitées, elles n'ont pas de mal à être traitées de façon secondaire lorsqu'il y a une opération dans laquelle il y a clairement une prise de contrôle et qu'à l'occasion de cette opération, on trouve qu'il y avait des participations minoritaires. Alors à ce moment-là, la Commission examine les effets éventuellement anticoncurrentiels de ces participations minoritaires. En revanche, le problème se pose lorsqu'il n'y a pas de prise de contrôle, il y a simplement une participation minoritaire, donc il n'y a pas d'autre raison pour la Commission d'intervenir, et dans ces cas-là, la question est de savoir est-ce que le champ du contrôle doit être étendu. Cette question se subdivise en un grand nombre de questions. La première question, c'est quelle est la nature éventuelle des problèmes de concurrence qui peuvent se poser. Deuxièmement, quelle est l'occurrence, la fréquence avec laquelle c'est... et troisièmement, quel est, compte tenu de ces deux éléments, l'instrument le plus proportionnel qu'on puisse trouver si vraiment on veut traiter ce problème. Alors, sur ces questions qui sont vraiment le cœur de la consultation, je passe la parole d'abord à M. Le Sur et puis après à Jacques Quintin. Bonjour à tous. Donc effectivement, le contexte qu'a rappelé Frédéric Génie est intéressant pour savoir et comprendre surtout pourquoi la Commission s'intéresse à cette question. Et finalement, cette question se résume en fait à y a-t-il un vide juridique en droit? L'affaire Ryanair a été emblématique et restera, je pense, marquante comme d'autres affaires l'ont été dans l'histoire du droit européen de la concurrence.
on peut dire qu'elle a agi quand même comme un déclencheur pour la Commission pour franchir le pas et donc publier le 20 juin dernier cette consultation sur une éventuelle réforme du droit des concentrations. Effectivement, cette consultation prend comme support le constat qui a été fait et qui est fait de façon croissante de l'existence d'un vide juridique à l'occasion de cette affaire Ryanair, puisque la Commission, dès 1985 et l'affaire Philip Morris, avait reconnu implicitement lors de cette affaire et expressément plus tard l'existence potentielle de problèmes de concurrence liés à une participation minoritaire. Elle estimait alors, et l'avait estimé de nouveau lors de la préparation du premier règlement concentration et répété dans un livre blanc au début des années 2000, que les outils que proposait le droit européen de la concurrence étaient suffisants pour appréhender ces problèmes. Premier outil déjà évoqué par Frédéric Génie, cette possibilité, lors du contrôle d'une concentration, de contrôler les participations minoritaires, mais déjà existantes. Et d'ailleurs, dans certaines opérations de concentration, pour résoudre les problèmes de concurrence qui étaient posés par cette opération, la Commission avait ordonné des désinvestissements en totalité ou en partie de participation minoritaire, ce qui constituait une reconnaissance implicite, à contrario des problèmes que peut poser une participation minoritaire, puisque si la CD permettait de répondre à un problème, c'est bien que la détention de cette participation minoritaire posait un problème. Le deuxième outil était l'article 101 à l'époque 81 et encore avant 85, et l'affaire Ryanair a mis en lumière l'insuffisance de cet outil, puisque cet outil qui est la réglementation des ententes présuppose, pour pouvoir être utilisé, justement l'existence d'une entente et donc d'un accord entre entreprises. Et l'affaire Ryanair-Aer Lingus, évidemment, présente les caractéristiques d'une opération hostile, donc il est impossible pour, en l'occurrence, Aer Lingus, qui était le plaignant, de se fonder sur un article, alors que la condition principale de l'application de cet article n'est pas réunie. Le dernier outil, enfin, qu'on pouvait utiliser, c'était l'article 102, ex-86 et 82. Il faut non seulement qu'il y ait une position dominante, et également un abus. Et donc, face à ce constat que les trois outils permettant de contrôler une participation minoritaire ou l'acquisition d'une participation minoritaire dite non contrôlante ne sont pas suffisants, la Commission est venue avec sa consultation. Le constat qui a été fait justement par la Commission et par le tribunal qui a statué également sur cette affaire était que la Commission n'était pas compétente, et elle a elle-même invité en quelque sorte Aer Lingus à se tourner vers les autorités nationales des États membres, dont la définition de concentration permet un contrôle de certaines prises de participation qui ne sont pas contrôlantes au sens européen du terme. Et enfin, je pense que l'un des problèmes également, c'est pour répondre à ces opérations, et qu'au niveau européen, contrairement à ce qu'on voit au niveau français, le prononcé de mesures conservatoires par la Commission est bien plus rare, et du coup, utiliser des procédures telles que celles de 101 ou 102 est une réponse inappropriée dans la mesure où ces procédures prennent beaucoup de temps, et donc, face à une situation telle que Ryanair et Aer Lingus, la réponse semblait inappropriée. Donc la Commission, ayant constaté ce vide juridique, et comme l'avait fait le commissaire Almunia, a lancé cette consultation au vu des effets économiques anticoncurrentiels potentiels qui peuvent résulter d'une acquisition d'une participation minoritaire. La Commission propose dans sa consultation, qui est assez riche, plusieurs options de contrôle, même s'il y en a une finalement qu'elle ne mentionne pas, qui est le statu quo. Donc finalement cette consultation, en un sens, révèle déjà un certain parti pris de la Commission pour répondre à la question qu'elle pose, est-il nécessaire de modifier le contrôle, puisqu'elle n'envisage pas, du moins expressément dans sa consultation, une solution qui serait non, il n'est nécessaire ou il n'est pas opportun de faire quoi que ce soit, et donc restons en l'état. Une deuxième question qui n'est pas traitée, je dirais, directement dans cette consultation et qui souligne, je pense, l'importance de cette question des participations minoritaires et une pratique croissante de certains investisseurs et notamment des fonds d'investissement d'acquérir des participations minoritaires dans plusieurs entreprises qui a priori n'ont rien à voir entre elles, sauf qu'elles sont souvent liées soit de façon verticale, soit sont quand même actives sur un marché lié. Et si les fonds d'investissement justement commencent à faire un travail de mapping dans un secteur
via l'acquisition de différentes participations minoritaires non contrôlantes permettant d'échapper à un contrôle, c'est bien qu'elles y ont un intérêt, notamment parce que, outre l'acquisition des droits liés aux actions, peuvent s'ajouter à ces acquisitions l'acquisition de droits à l'information renforcée, par exemple, qui permettent aux fonds d'investissement d'obtenir, je dirais, une information sur le secteur et d'influer sur le secteur. Donc cet exemple, pas vraiment mentionné dans la consultation de la Commission, mais également une problématique qu'on voit de plus en plus en pratique. Donc la Commission a publié cette commission qui inclut donc 9 questions précises, et la mission qui était assignée à la commission concurrence du club des juristes était donc de se positionner sur ces questions. Et Jacques-Philippe Guinter va synthétiser la position qui a été dégagée par le club en su des réponses aux 9 questions précises qui étaient posées par la commission. Merci Lionel. Bonjour à tous. Alors effectivement, la mission qui nous a été confiée a consisté à prendre position sur les 9 questions posées par la Commission. Alors, juste quelques mots de contexte, sans reprendre ce qui a été dit. La version officielle de la Commission consiste à dire il y a des opérations stratégiques qui nous échappent. Donc typiquement, un grand groupe sur un marché oligopolistique va prendre une participation de 5 à 10% chez un concurrent majeur. Ces opérations sont au-dessous du radar. Et c'est vrai. Si demain, EDF prend 5% de GDF Suez, ou si EDF prend 5% chez Areva, on peut comprendre qu'effectivement, ce n'est pas simplement un placement financier, mais il peut y avoir derrière une ambition industrielle et stratégique. En off, ce que la Commission déplore, c'est ce que les entreprises ont appris à faire depuis plus de 20 ans maintenant, c'est-à-dire à structurer une opération, quand on a un peu de flexibilité, structurer une opération pour échapper au contrôle des concentrations. Et donc là, comme vous le savez, on peut jouer sur toute une série d'outils, puisque le contrôle n'est pas juste le contrôle comme en droit des sociétés à 51%, mais c'est le contrôle économique en matière de contrôle des concentrations. Et là, on peut jouer sur quelques leviers, des alliances fluctuantes qui font qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de contrôle sur une structure, ne pas donner tous les droits de veto à l'actionnaire minoritaire, jouer sur le contrôle de fait, le contrôle industriel. Enfin bref, on sait qu'on a un certain nombre d'outils pour éviter souvent la qualification en matière de concentration. Alors, est-ce qu'on peut vivre avec ce système? Est-ce qu'aujourd'hui, on vit bien avec ce système? Globalement, oui. Globalement, comme l'a dit Lionel, on ne voit pas, autant que la Commission, ce enforcement gap, c'est-à-dire ce trou dans la réglementation qui évite finalement que la Commission se saisisse de ces sujets. Néanmoins, pour être tout à fait objectif, néanmoins, il y a quand même une zone grise, c'est-à-dire qu'il y a une zone un peu d'insécurité, et il y a eu quelques sanctions assez retentissantes. Je pense notamment à la sanction infligée à Electrabel pour 20 millions d'euros quand même, à l'issue d'une opération de montée progressive au capital. La Commission a considéré que le contrôle avait basculé. Electrabel était contre cette façon de voir les choses. Electrabel a été condamné à une amende de 20 millions d'euros. Bon. Alors, effectivement, dans ce contexte, et également dans le contexte Frédéric Génie en a parlé, de l'existence de réglementations qui contrôlent les participations minoritaires, la prise de participation minoritaire dans certains pays, en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, d'une certaine façon aux États-Unis et dans bien d'autres pays encore en Europe, la Commission a dit c'est le moment de déclencher une réflexion sur le sujet. Alors, réflexion, c'est le mot poli pour en réalité annoncer une réforme. La Commission a fait pas ça pour simplement amuser la galerie ou nous permettre de nous rencontrer dans un lieu agréable. La Commission a vraiment l'intention de sortir quelque chose. Alors, dans ces propositions, la Commission, en gros, prend deux options. Première option, qui a assez peu de chances finalement de prospérer, parce que la Commission se tirerait un peu une balle dans le pied, c'est de dire
je garde le système existant en contrôle des concentrations et je l'étends aux participations minoritaires. Bon, vous imaginez l'afflux de dossiers à la commission, il faudrait engager encore 10 000 fonctionnaires, donc c'est pas tellement au goût du jour. Donc a priori, cette option mécanique, si j'ose dire, a assez peu de chances d'intervenir. J'ajoute que, au-delà de la charge de travail de la commission, ça aurait un effet catastrophique sur les entreprises, puisque ça voudrait dire que chaque prise de participation minoritaire serait alors soumise au règlement de concentration et en premier lieu à l'effet suspensif de toute prise de participation minoritaire dans l'attente de l'autorisation de la commission. Alors que justement, les entreprises veulent avoir une marge de manœuvre sur les participations minoritaires et ne pas avoir à attendre et à notifier ceci aux autorités de concurrence. Deuxième approche, sur laquelle M. Almunia avait, à l'occasion d'un discours, plutôt manifesté son orientation positive, c'est le système dit sélectif. Alors, ce système sélectif se décompose en deux modes. Premier mode, ce que la Commission appelle le self-assessment. Alors ça, on connaît déjà le self-assessment, puisque vous vous souvenez que depuis le règlement 1/2003, les entreprises ne peuvent plus notifier à la Commission leurs accords et espérer obtenir une exemption individuelle. Les entreprises, depuis 2003, ont appris à évaluer, à partir de guidelines élaborés par la Commission, à élaborer la compatibilité de leurs accords avec le droit de la concurrence. Dans ce système de self-assessment, donc les entreprises auto-évaluent en quelque sorte l'impact de la prise de participation minoritaire, mais la Commission peut intervenir ex post. Vous prenez 10% chez un concurrent, mais à tout moment, la Commission peut intervenir, soit à partir des infos dans la presse, soit sur plainte d'un tiers. Autre approche, ce que la Commission appelle le Transparency System. Dans ce cas-là, il y a une obligation de notifier les prises de participation minoritaires pour les opérations dites prima facie problématiques. Donc, c'est à vous de faire la sélection, mais vous avez l'obligation de notifier ces opérations. Et là, la notification serait publiée, il y aurait un avis comme pour les concentrations actuellement, en invitant les tiers à réagir. Et puis, il y a une sous-option, si j'ose dire, qui serait ce système de transparency, mais avec une notification facultative. Donc, non pas une notice obligatoire, dès lors que vous avez une opération problématique prima facie, mais la possibilité de notifier si vous le souhaitez, et d'une certaine façon, si vous voulez avoir une sécurité juridique à votre opération. Alors, si on regarde aujourd'hui les trois voies qui sont donc sur la table, l'extension du régime actuel, système transparence et self-assessment. Quelle est, selon nous, la meilleure orientation pour les entreprises? Alors, comme je l'ai dit, l'extension du régime actuel aux participations minoritaires, c'est évidemment un ensemble de coûts supplémentaires, des coûts administratifs non négligeables, évidemment des coûts extérieurs, des coûts externes, donc des coûts d'avocats ou des coûts de sociétés, soit d'économistes, soit de sociétés qui collectent des datas, qui fournissent des infos, enfin bref. Donc c'est, encore une fois, on n'a pas vraiment besoin de ça actuellement. L'effet suspensif attaché à ces opérations, j'en ai dit un mot, alors même que, somme toute, on pourrait se contenter, pour prévenir le risque concurrence, on pourrait se contenter de Chinese Wall ou parfois, dans certaines opérations, un peu à l'instar de ce que l'on fait dans le contrôle des exportations, contrôle des importations, pardon, qui s'appelle pourtant Export Control Regime. Aux États-Unis, le CFIUS et Exxon Florio, quand vous êtes confronté à cette procédure-là, l'autorité américaine qui contrôle les investissements étrangers peut par exemple vous dire, compte tenu de la nature stratégique de l'investissement opéré par un groupe étranger, je vous demande de dissocier le capital, la détention du capital, de la détention
de l'influence dans la société. Et donc, on peut demander à ce que l'investisseur étranger ne soit pas présent au board, par exemple, donc et que l'entreprise soit dirigée sous proxy. Donc, on pourrait imaginer aussi, dans des cas très significatifs, je reprends mon exemple, mon cas d'école EDF, GDF Suez, on pourrait dire, ok, EDF, vous prenez une participation dans GDF Suez, mais on vous interdit d'être aux organes de direction de l'entreprise cible. Bon, donc, il pourrait exister ici des aménagements. Quatrième commentaire sur ce système, si on avait une extension mécanique, là pour le coup, ce serait un plomb de plus dans la compétitivité des entreprises en Europe, puisque si à chaque fois qu'on prend une participation, si un groupe étranger qui prend 10% d'un groupe européen doit passer dans les arcanes des notifications communautaires avant d'avoir une autorisation, et inversement, évidemment, ça plombe encore un peu plus la compétitivité européenne. Donc, notre conclusion au sein de notre commission a été de dire nous ne comprendrions pas que la commission aille dans cette direction-là. Donc, le groupe a émis une forte réserve à cette option. Deuxième option, le système de la transparence, c'est-à-dire notification obligatoire des prima facie, des opérations qui sont prima facie problématiques. Alors, évidemment, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'une opération prima facie problématique? Bon. Alors, on peut en débattre 2 heures, et c'est surtout une approche, sous le contrôle de Frédéric, mais c'est vraiment une approche économique. La volonté de contrôler la prise de participation minoritaire, et on pourra en discuter ensemble tout à l'heure, savoir pourquoi ça intéresse tant les autorités de concurrence, ces opérations de prise de participation minoritaire. Il y a effectivement une théorie économique assez sophistiquée derrière cette préoccupation-là. De surcroît, la Commission essaie de vendre le système de la transparence en disant ce sera certes une notif obligatoire, mais ce sera une notif simplifiée. Bon. Quand la Commission dit notification simplifiée, vous le savez, c'est rarement simplifié, et on doit plutôt essayer de négocier le moins d'ajouts possible au contenu d'un dossier simplifié. Ça marche plutôt comme ça, même si récemment la Commission vient de simplifier, pour le coup, ces procédures pour des opérations sans impact. Troisième système, et c'est plutôt celui qui a recueilli la majorité dans notre groupe, c'est celui dit du self-assessment system, où là, en gros, je notifie volontairement, donc système facultatif, si j'identifie un problème de concurrence particulier lié à mon opération. Bon, alors, évidemment, la Commission peut toujours intervenir ex post et dire bah, vous n'avez pas notifié, alors que pour moi, il y a un problème majeur dans cette opération. Donc, nous avons proposé un certain nombre de conditions, en quelque sorte, pour sécuriser ce régime facultatif. En disant, ok, voilà les safe harbors, en quelque sorte, qui sont indispensables pour que ce système, à la fois fonctionne et à la fois offre de la sécurité juridique aux entreprises. Parmi celles-ci, par exemple, la possibilité que la Commission n'intervienne qu'à partir d'un seuil quantitatif, c'est-à-dire en gros une prise de participation à partir d'un certain niveau. Ça peut être 15% par exemple, 10% ou 15% en fonction de la taille des groupes, en fonction de savoir si la boîte est cotée ou pas cotée, enfin bref, il peut y avoir une série de seuils autour de ce niveau-là, mais typiquement une prise de participation à 3%, on peut considérer que ça rentrerait dans une règle des minimis. Et puis, un seuil qualitatif. C'est-à-dire, en gros, si demain la BNP prend 10% ou 15% du groupe Cost qui possède ce magnifique restaurant, je ne pense pas que ça change fondamentalement la structure de la concurrence sur le marché, ni de la restauration, ni le marché bancaire. Et donc, ce qui serait utile, c'est que les opérations contrôlables soient des opérations qui ont un effet potentiel sur le marché. Ça veut dire,
au moins des relations horizontales entre les deux parties à l'opération, concurrents sur un marché horizontal ou concurrents sur un marché vertical, et qu'on soit dans des seuils que la Commission connaît déjà, de marché affecté. En gros, voilà, si on est à 30% dans une relation verticale, ou si on est à 20% de part de marché cumulée sur le même marché, alors effectivement, on peut imaginer que potentiellement l'opération puisse avoir un impact sur la concurrence. Et puis, il faudrait que la Commission puisse définir ce qui constitue véritablement un impact sur la concurrence. Une fois qu'on a dit qu'on est concurrent sur un marché horizontal, il faudrait que la Commission explique dans des guidelines à partir de quand on doit considérer que l'opération peut créer un problème, c'est-à-dire en gros à partir de quand on considère que, par exemple, je prends juste 2 exemples pour terminer, quand une entreprise détient X% d'un concurrent, à partir de quand on considère qu'elle est en mesure de détenir de l'information confidentielle, par exemple en participant au conseil d'administration. Il n'y a plus grand-chose de confidentiel dans les conseils d'administration, mais dans des comités, des steering committees, des comités de stratégiques, etc. Donc à partir de quand on considère qu'on franchirait une limite, première idée. Deuxième idée, en matière de comportement unilatéral, quels sont les éléments, quels sont les indices qui, selon la Commission, permettraient d'exercer une influence potentiellement négative, c'est-à-dire une désincitation de la part du contrôlant minoritaire, donc de l'acquéreur d'une participation minoritaire. Quelles sont les désincitations à concurrencer l'entreprise dans laquelle on vient de prendre une participation minoritaire? Et là, on va en discuter tout à l'heure aussi, puisque c'est une partie de l'argumentaire économique qui permet de dire à la Commission, je souhaite contrôler les opérations minoritaires parce que dans certains cas, lorsque A prend une participation dans B, A peut avoir une incitation à augmenter les prix de B, même s'il est minoritaire chez B, parce qu'il va en recueillir une partie du profit, 10% des bénéfices par exemple, s'il a 10%, et donc il ne va rien se passer sur le marché, et ça permet à A également de maintenir son prix, voire même de l'augmenter s'il y a une possibilité de transformation du comportement des acheteurs de A vers B. Donc on voit qu'il y a là une bonne part d'analyse de la part des autorités de concurrence sur ces opérations minoritaires que nous estimons au sein de la commission concurrence suffisamment ténue pour que la commission, si elle opte pour un régime de ce type-là, self-assessment, qu'elle produise alors un peu le service après-vente, c'est-à-dire des guidelines qui permettent aux entreprises de comprendre quelle est la règle du jeu et de ne pas être prise en défaut par la suite. Je vous remercie. Bien, donc vous l'avez compris, une réserve de fond sur le fait qu'on est dans une situation parfaitement illogique à partir du moment où on a un contrôle qui est fondé sur l'influence déterminante, et, enfin, une définition de la concentration qui est sur l'influence déterminante et la prise de contrôle. Par nature, il va y avoir des tas de choses qui vont échapper au champ de la concentration. Alors ça peut être une question de traiter l'ensemble de ces trous. En traiter un particulier, qui sont les participations minoritaires, semble pas une démarche qui est intellectuellement très satisfaisante. Deuxièmement, une question de proportionnalité. Finalement, il y a énormément de participations minoritaires, il y en a probablement très peu qui posent des problèmes de concurrence. Troisièmement, une question sur quels sont ces problèmes de concurrence. Alors, le problème de concurrence, je crois, le plus important, qui est le plus évident, indépendamment de l'accès à l'information et donc l'échange d'informations qui peuvent éventuellement réduire la concurrence entre, par hypothèse, des entreprises qui seraient concurrentes, c'est le risque que, de façon unilatérale et non pas de façon coordonnée, chacune se dise qu'elle n'a pas trop intérêt, enfin en tout cas l'entreprise qui détient une participation minoritaire importante dans un concurrent, se dise qu'il n'a pas trop intérêt à se livrer à une concurrence farouche avec ce concurrent, parce que ce faisant, il diminue la valeur de sa participation chez ce concurrent. En gros, c'est ça l'argument. Alors, c'est un argument qui peut être puissant, notamment lorsque c'est, par exemple, imaginons une entreprise de taille moyenne, qui a une participation minoritaire importante, dans une autre entreprise du secteur qui est plus grosse qu'elle.
cette participation, bien qu'étant très minoritaire chez ce gros concurrent, peut représenter un enjeu tout à fait important pour l'entreprise moyenne. Et du coup, il peut y avoir... quels sont les cas que l'on connaît dans lesquels ce mécanisme donc, de désincitation à la concurrence est intervenu? Honnêtement, il y en a assez peu. Deuxième instrument, le fait que par une participation minoritaire, on peut bloquer l'accès d'un autre actionnaire éventuel qui, lui, serait plus incité à faire de la concurrence. Et de ce point de vue-là, par exemple en France, on peut avoir certaines questions sur les participations minoritaires qui sont prises quelquefois par des grands groupes de distribution chez des distributeurs, et qui sont un peu un instrument pour essayer de les maintenir dans le cadre d'une relation par ailleurs contractuelle, et qui peut d'ailleurs être envisagée sous son angle contractuel. Donc finalement, un cas qu'on comprend, fondé sur l'incitation, très peu fréquent. Très peu fréquent, donc, troisième modalité, si jamais il faut faire quelque chose, ce qui n'est pas sûr, parce qu'on ne peut pas combler tous les trous, alors il faut le faire sur une base qui est aussi légère que possible, que vient d'évoquer Philippe Guinter. Quatrième point que moi je rajoute, qui n'est pas dans le rapport, ça pose évidemment le problème de ce qui va se passer au niveau des droits nationaux. Parce que par le mécanisme possible de renvoi des concentrations de la Commission européenne au niveau national, si le droit national lui-même n'évolue pas dans le même sens, ça veut dire que cette possibilité va devenir non opérationnelle pour un certain nombre de participations. Donc, si la Commission devait aller dans ce sens, il est assez logique de penser que même des pays qui, comme la France, ont un principe de définition de la concentration qui est assez formel, à vrai dire dans leur droit interne, une évolution de même nature pour pouvoir éventuellement traiter au niveau national les affaires qui seraient ou qui pourraient être envoyées de la Commission vers le niveau national. Voilà, on peut peut-être demander un point, et puis on va demander si vous avez des questions, des commentaires. Un dernier point avant de solliciter vos commentaires et questions. Pour un point de calendrier, je dirais, depuis que la consultation a été lancée, beaucoup de réponses ont été soumises, outre celle bien sûr du club. Je crois qu'il est intéressant de voir que les réponses sont loin de fournir un consensus sur la question. Tout au plus, après les avoir analysées, peut-on constater un certain consensus en fonction de qui répond. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dans les groupes de personnes physiques ou morales qui ont répondu, le groupe des autorités nationales de concurrence, qui a tendance, même si, encore une fois, il y a des différences dans la position de chacune, mais qui a tendance à soutenir une intervention législative, là où les entreprises, les réponses des entreprises, par exemple Orange, Air France, il y a une vingtaine d'entreprises, ont plutôt tendance, de façon relativement logique, à nier l'opportunité d'une intervention. Et vous avez une troisième catégorie un peu que je qualifierais de fourre-tout de personnes qui répondent, des associations ayant un intérêt plus ou moins proche avec le droit de la concurrence. Et là, il est impossible de constater un consensus sur la réponse. Une fois qu'on a dit ça, la prochaine étape, c'est la sortie d'un white paper dans le cours de l'année 2014 qui a été annoncé par la Commission et qui tend bien sûr à renforcer ce qu'on devinait déjà avec la sortie de la consultation, à savoir que la Commission va effectivement intervenir. Donc voilà où on en est aujourd'hui et nous sommes ravis d'ouvrir le débat à vos commentaires et à vos questions sur ce sujet.